Euh, ah, il y a quand même un avantage d'être speaker. Franchement, si j'y ai su, j'aurais fait plus de conférences cette année. Bonjour. Donc, je suis Sébastien Dino. Je travaille pour CS. Alors, CS, c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques qui travaille dans le monde du spatial, l'aéronautique, la défense, l'énergie et la cybersécurité, qui contribue à pas mal de logiciels libres, mais aussi développe certains logiciels qu'elle libère parfois sous licence libre. Et par exemple, des projets comme Orekit, qui est une brique de mécanique spatiale, alors c'est pas grand public du tout, mais même devenu la brique de référence dans son domaine. Et il y a toute une communauté derrière. Quant à moi, je suis expert, j'ai le titre d'expert en logiciel libre et open source, ACS. Je suis l'auteur principal de la gouvernance de CS en matière de logiciel libre. Et j'ai mis en place son comité de pilotage du logiciel libre. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de CPLL, on va parler d'OSPO, si je vais être dans le rythme, voilà, dans la tendance. Voilà, mais le CPLL, c'est notre OSPO à nous. Je suis rattaché à BU Espace, le Skill Center DevOps. Et j'assure au quotidien, pour les équipes et pour les clients de CS, du support technique et juridique. Et je fais de l'accompagnement à la libération de projets. Donc, quand je parle de support technique et juridique, c'est d'un côté, ça va être sur, par exemple, le choix des briques, mais ça va être aussi sur de l'audit de code, sur de la vérification de compatibilité de licence. J'ai formé, par exemple, les auditeurs qui analysent tout le code de l'ESA, enfin, produit par un sous-traitant pour l'ESA et pour d'autres clients. Et parfois, des clients me demandent, c'était un peu le sujet de la conférence tout à l'heure de Bruno Korneck, comment libérer du code source. Autrement dit, comment faire plus que le poser sur GitHub. Faire en sorte que mon projet réussisse. Voilà. Et tout ça, ça me donne l'occasion, depuis 23 ans, de pas mal observer le libre. Bon, je suis aussi contributeur de logiciel libre, contributeur OpenStreetMap. Je participe à l'animation, je donne des conseils sur l'animation de certaines communautés. Voilà, je fais de l'audit. Donc, j'ai des rôles très variables d'un moment à l'autre et j'observe un petit peu tous ces projets qui évoluent. Et je me suis aperçu quand le mouvement a commencé à se structurer il y a 35 ans, 35 ans, excusez-moi. Et on pourrait croire qu'au bout de 35 ans, les choses sont rodées, que tout est établi, fixe, et que plus rien ne bouge. Non. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est loin d'être le cas. On voit apparaître pas mal d'évolutions. Enfin, elles sont parfois un peu vieilles, mais elles commencent à se populariser. Et les 4 principales que j'ai retenues, c'est une gestion allégée des contributions, une popularité croissante des licences permissives, l'adoption d'un modèle de gouvernance démocratique que GitHub dit libéral, et là-dessus, la création, l'émergence de nouvelles fondations qui incarnent ces changements. Donc, la gestion allégée des contributions. Historiquement, on a 2 modes de gestion des contributions. On a le transfert des droits patrimoniaux, donc Copyright Assignment, et l'accord formel de contribution, donc Contributor License Agreement. La cession des droits patrimoniaux, c'est la voie tracée par la FSF pour le projet GNU. Si vous contribuez à un projet GNU, alors vous devez transférer vos droits à la FSF. Comme ça, la FSF se dit que si on veut attaquer un logiciel du projet GNU, il faut attaquer la FSF et qu'elle, contrairement à des individus, elle a les moyens de se défendre. Le problème, c'est que ce transfert de copyright, de droits patrimoniaux, il crée de la défiance. Parce que, bon, encore par rapport à la FSF, beaucoup de gens sont d'accord. Ils disent oui, parce que si un jour la FSF se met à faire n'importe quoi, bon, c'est bon, le libre n'existe plus, on ne croit plus à rien. Donc la FSF encore, elle arrive à imposer cette politique. Mais si vous n'êtes pas la FSF, si vous êtes par exemple CS, et que vous demandez le transfert des droits patrimoniaux, la réaction de la plupart des contributeurs, c'est quel est le dessin de CS? Qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi ont-ils besoin d'un mode de contribution aussi asymétrique? Pourquoi ont-ils besoin que je leur transfère mes droits alors qu'il suffirait que je les autorise à diffuser mes contributions sous la licence du projet? Donc ça passe très mal. Et je connais aussi des développeurs qui refusent de contribuer au projet GNU, même si c'est à la FSF, juste par principe. Ils ne veulent pas transférer leurs droits patrimoniaux. Ils veulent
des contributions, on va dire, symétriques, quelque chose qui contribue sous la licence du projet et chacun conserve ses droits patrimoniaux. À ce titre, les accords formels de contribution semblent plus intéressants et ils ont d'ailleurs été adoptés par beaucoup de structures. Alors ça, c'est la voie tracée par l'Apache Foundation. Ces accords de contribution stipulent que... Alors on parle des accords, mais en fait, il y en a deux en général. Il y a une combinaison de deux, plus un software grant pour les contributions ponctuelles. Mais vous avez l'accord individuel, par lequel le contributeur indique qu'il est l'auteur, qu'il a le droit de faire ce qu'il est en train de faire, que si jamais il y a des composants tiers, il va en informer le projet et il va vérifier que la licence est compatible. Voilà. Et il y a le Corporate Contributor License Agreement, qui est signé par son employeur, qui dit « Je suis au courant de ce que fait mon salarié et je l'autorise ». Et donc... ce couple ICLA-CCLA, en général, stipule, enfin non pas en général, stipule que les droits patrimoniaux sont conservés par les contributeurs. Donc, par les entreprises qui emploient les contributeurs. C'est déjà beaucoup plus intéressant, ça passe beaucoup plus facilement et c'est pour ça que la majorité des projets l'ont adopté. Même des projets qui ont essayé à une époque de la cession des droits patrimoniaux en sont revenus et ont basculé sur du CLA, du ICLA-CCLA. Pourtant, ces accords ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits pour deux raisons. D'une part, parce que pour anticiper des failles juridiques dans les licences, ou pour d'autres desseins plus inavouables, ces accords prévoient en général un changement possible de licence que le contributeur doit accepter par avance. Typiquement, à la base, l'idée, c'est que le jour où l'Apache V2, tout le monde s'aperçoit qu'il y a une faille juridique dans laquelle s'engouffrent des méchants, eh bien, le projet puisse dire « j'adopte l'Apache V3 qui colmate cette faille » sans avoir besoin de demander l'accord formel de tous les contributeurs. Ils ont donné par avance leur accord. Le problème, c'est que la formulation de cette précaution est parfois sans aucune réserve et donc, finalement, ça ouvre même le droit à la fermeture du code. Ça ouvre, oui, la possibilité de fermer les codes. Et surtout, l'ICLA et le CCLA sont difficiles à suivre dans le temps. Alors, je me suis aperçu qu'en fait, les gens oublient de signaler qu'ils ont changé d'employeur et et du coup, qu'il faudrait refaire des ICLA, CCLA. Les projets, c'est compliqué. Les développeurs se disent « Ah, mais c'est de l'administratif. On n'a pas forcément quelqu'un de dédié pour gérer ça. » Donc, ils rechignent. Moi, j'ai vu des projets qui prévoient des CLA et des contributions intégrées sans la moindre signature de CLA. Enfin, voilà. Et tout ça, ça fait qu'au final, c'est imparfait. Donc, on a vu apparaître un troisième mode de gestion des contributions qui est en train de vraiment se développer. Alors, c'est le Certificate Developer of Origin, donc le certificat d'origine du développeur. Alors, la voie n'est pas nouvelle, hein. C'est la Linux Foundation qui a créé ça en 2004 pour gérer les contributions dans le noyau Linux. Mais pendant longtemps, très longtemps, c'est resté cantonné au noyau Linux. Ces dernières années, on voit une adoption beaucoup plus large du DCO. Red Hat, par exemple, a changé sa politique. Avant, tous les projets de Red Hat fonctionnaient sur du CLA. Désormais, il y a une politique groupe qui est de basculer sur du DCO. GitLab a abandonné les CLA pour du DCO. Voilà, je pourrais vous en citer pas mal dans cette, de ce type-là, enfin de basculement de ce type. L'avantage, le DCO, grosso modo, dans les faits, c'est la même chose qu'un CLA. Vous gardez vos droits patrimoniaux, vous dites que vous êtes d'accord pour que votre contribution soit intégrée au projet, diffusée avec lui, avec les sources officielles sous la licence du projet. Ouais, il n'y a pas de souci. Le seul problème du DCO, c'est que ça laisse toute la charge, toute la responsabilité de la contribution aux développeurs. Parce que contrairement à l'ICLA et au CCLA où vous aviez
enfin, l'accord du développeur et l'accord de son employeur. Le DCO, c'est juste quelque chose un document qui dit de manière très concise, j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire. Juridiquement, c'est pas génial. Ceci étant, ben, c'est beaucoup plus simple à traiter. Et c'est d'autant plus simple que le système de transmission du CLA est trivial. Du DCO est trivial. Tout le monde peu ou prou utilise Git, mais bon, ça pourrait se concevoir avec un autre outil de gestion de version. Mais vous rajoutez un champ dans votre commit, sign off by, qui dit, par convention, l'ajout de ce champ signifie que vous acceptez le DCO du projet. Et même Git le fait pour vous. Vous rajoutez option "-s" et il remplit automatiquement ce champ sans que vous ayez à vous en préoccuper. Donc c'est pratique. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose que vous faites du coup à chaque contribution. Vous pouvez même configurer Git pour qu'il le fasse de manière automatique, systématiquement. Donc du coup, vous avez une traçabilité dans le temps. Toutes vos contributions, comment dire, dans chacune de vos contributions, vous avez accepté le DCO. J'ai aussi remarqué qu'on avait une popularité croissante des licences permissives. Alors, au début, quand j'ai entendu que la licence fortement diffusive, telle que la GPL, perdait du terrain par rapport aux licences permissives, j'y ai pas cru. Parce que c'était un peu contraire à mon expérience. Et j'ai regardé, je me suis intéressé aux études menées par les gens qui qui produisaient ces résultats. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un biais induit par GitHub. Tout simplement parce qu'en fait, les jeunes projets préféraient GitHub, des plateformes gratuites mises à disposition. Ils n'avaient pas besoin de mettre ça en place. Alors que les vieux projets avaient leur propre infra et que ces études étaient essentiellement basées sur GitHub. Pire, GitHub favorise le fork. Enfin, le mode de fonctionnement de GitHub, c'est le fork. Donc, ça multiplie le nombre apparent de projets. Et donc, ça fait un effet de loupe. Mais il n'y a aucun moment où on se pose la question de la criticité, de la représentativité du projet en question. Un projet comme GCC qui doit représenter des centaines ou des milliers d'annéums de travail est au même niveau qu'un projet qu'un étudiant a initié hier soir dans sa chambre. Voilà. Donc il y avait vraiment un effet un biais très fort. Pour autant, j'ai remarqué dans les audits que je fais depuis de nombreuses années qu'au fil du temps, effectivement, les licences permissives se sont avérées de plus en plus fréquentes. Que beaucoup d'industriels qui, au départ, croyaient mieux protéger leurs projets par des licences fortement diffusives, se rendaient compte qu'ils étaient les premiers embêtés par cette licence à partir du moment où ils avaient des contributeurs externes, et que donc ils préféraient des licences permissives. Et quand je regarde aujourd'hui les outils que j'utilise, ils sont en majorité à licence permissive. Cela peut certainement s'expliquer par le fait que, ben oui, dans les entreprises, vous allez choisir vous allez donner la préférence à des projets publiés sous licence permissive qui vont être plus souples, intégrés dans les projets, et que du coup, ça rend ces projets au final plus attractifs. Sachant que la licence est un critère essentiel pour les entreprises. Voilà. Et puis, je parlais tout à l'heure de criticité et de représentativité. Mais en fait, la donne change. À une époque, j'utilisais Make, aujourd'hui on va utiliser Ninja. J'utilisais GCC, on utilise de plus en plus Clang. J'utilisais Emacs, et j'utilise toujours un peu Emacs, mais VS Code, Codium, émergent. Donc ces nouveaux outils remplacent les anciens ou viennent les supplanter. Et donc le glissement de la popularité des licences devient effectif. Là derrière, on a beaucoup parlé de gouvernance aujourd'hui. Alors, quand on vous a parlé de gouvernance, c'est essentiellement, à part Bruno, qui vous a parlé de gouvernance de projet open source, la plupart des gens qui vous ont parlé de gouvernance parlaient de gouvernance de l'open source au sein de l'entreprise. Voilà. Là, je vous parle de la gouvernance du projet. La gouvernance du projet, historiquement, vous avez deux modèles dominants. Vous avez celui du dictateur bienveillant, BDFL, Benevolent Dictator for Life, et celui de la méritocratie. Donc, dictateur bienveillant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va prendre tous les pouvoirs dans le projet. Généralement, c'est celui qui a créé le projet, initié le projet, et il concentre tous les pouvoirs, il prend toutes les décisions tout seul. Linux
est un bon exemple. Python, jusqu'à ce que l'initiateur du projet renonce à son poste et en était un autre, enfin, vous en trouvez des tas. Le problème, c'est que quand vous concentrez ce pouvoir au sein d'une seule et même personne, eh bien, pour pas que le projet vole en éclats, il faut que la personne fasse preuve de charisme, de discernement, d'écoute. Et ce sont des qualités humaines qu'on ne rencontre pas souvent, surtout cumulées. Et donc, les projets gérés selon ce mode-là ont tendance à, tôt ou tard, éclater. Ils catalysent quelque part les forks. Voilà. C'est tout simplement, oui, parce que, comme je l'indique, c'est une source de frustration pour les gens qui n'ont pas leur mot à dire alors qu'ils sont parfois impliqués massivement dans le projet. La méritocratie, à ce niveau-là, semble beaucoup plus vertueuse, parce qu'elle distribue le pouvoir au sein, enfin, parmi plusieurs personnes. Et ces personnes, ben, ce sont les plus méritantes du projet, celles qui ont vraiment contribué depuis longtemps ou qui ont fait des contributions massives, voilà, qui ont eu un rôle important pour le projet. Et en plus, on ne va pas forcément tout acter à la hache. On va commencer par chercher le consensus, par un consensus mou. Puis finalement, si ce consensus mou n'arrive pas à se dégager, on va opter pour un vote. Un vote qui généralement est limité au PMC, Project Management Committee, au PSC, Project Steering Committee, enfin, est limité à un petit groupe qui détient le pouvoir, qui va trancher. Ça peut être le Technical Committee, peu importe. Mais bon, voilà, un petit groupe. Et le problème de la méritocratie, c'est qu'il n'y a jamais de remise en cause de ce mérite. Il n'y a pas de réévaluation dans le temps du mérite. Tout le monde sait dans le projet ce que le projet doit au vieux gourou, là, qu'il a créé, qu'il a porté à bout de bras pendant des années. Et quand il parle, très souvent, les autres s'exécutent, n'osent pas donner leur avis. Et si jamais il y a un conflit entre le vieux gourou et le jeune développeur, qui certes est super actif, mais bon, il est là depuis 6 mois et tout ça, le jeune développeur va avoir du mal à se faire entendre. Parce que tout le monde va écouter le gourou, et personne ne va réaliser que le gourou, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il ne fait plus rien pour le projet. Et donc, des forks ont eu lieu à cause de ça. X11 a explosé à cause de ça. Certains vont même jusqu'à reprocher à la méritocratie de reproduire des biais sociétaux, de créer une oligarchie, des castes. Donc, voilà, ce n'est pas totalement satisfaisant. Ce qui fait qu'on a vu apparaître ces dernières années un modèle de contribution, un modèle de gouvernance plus démocratique, excusez-moi, que GitHub appelle même libéral, je vais vous dire pourquoi, qui organise une fluidité temporelle des pouvoirs. Cette fluidité, elle est, on procède à des élections, on donne des mandats limités dans le temps, on va impliquer de manière forte la communauté en la faisant voter, en la faisant s'exprimer sur beaucoup de choses, surtout avec une règle qui est une personne, une voix. Et du coup, la communauté s'y retrouve parce qu'à partir du moment où les gens commencent à être impliqués, commencent à avoir un avis sur le sujet et qui le motive, et ils arrivent à le faire entendre. Et ce modèle est dit libéral par GitHub. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une petite idée. C'est parce que quand on y réfléchit, quand même, c'est un modèle assez brutal. C'est un modèle qui préfère donner le pouvoir à ceux qui font qu'à ceux qui ont fait. Et qui donc fait peu de cas des vieilles gloires. C'est assez violent quand même. La démocratie n'est pas aussi douce qu'on voudrait. Surtout, ben ça gêne les entreprises. Je vous avouerai que quand dans ma boîte je parle de démocratie, on me dit bon, enfin, la méritocratie c'est bien, quand même. Bon, ça préserve notre investissement. Quand même, ouais, la démocratie. Ouais. Et derrière ces évolutions, on voit arriver de nouvelles fondations. Et ces informations, comment dire, cette nouvelle fondation, vraiment, vous allez voir, incarne ce changement. Pour être plus précis, en fait, pour vous expliquer un peu ma pensée, selon moi, il y a 3 générations de fondations.
Les premières, la Free Software Foundation, l'Apache Software Foundation, l'Open Source Initiative, sont des fondations qui ont théorisé, conceptualisé, structuré le mouvement, ou les mouvements, pour ceux qui veulent encore dissocier le libre et l'open source, mais qui finalement ne sont jamais préoccupés des acteurs. Du coup, est apparue une seconde génération de fondations, parmi lesquelles on peut compter la fondation Eclipse, OW2, la Linux Foundation, souvent très orientée business. Pour avoir son mot à dire, il faut en devenir membre. L'adhésion, enfin la cotisation est parfois même très coûteuse, mais en échange, ces fondations offrent des services à leurs membres. Ça peut être du support juridique, du support marketing, communication, voilà, des aides diverses et variées. Mais au final, bon, d'accord, les entreprises se frottent les mains, mais les communautés derrière, décidément, elles n'y trouvent toujours pas leur compte. Personne ne se préoccupe d'elles. Du coup, est apparue une troisième génération de fondations. Alors, qui n'invalide pas les précédentes, elles existent toujours, elles existeront probablement longtemps, tout comme la GPL existera encore longtemps, et tout comme le BDF, enfin le modèle du dictateur bienveillant existera encore longtemps. C'est juste des évolutions qu'on voit apparaître et gagner en aura et en public. Et par exemple, vous avez les fondations NumFocus ou Open Infra Foundation. Ce sont des fondations qui sont focalisées sur les communautés, qui sont très souvent thématiques. Open Infra, c'est OpenStack et puis tout un tas d'outils cloud. NumFocus, c'est de l'informatique scientifique et de la donnée. Et vraiment, quand on regarde les missions que se donnent ces fondations, on voit que leur souci principal, ce sont les communautés. Alors, ne soyons pas dupes, ce sont les communautés dans le but d'avoir des projets open source pérennes qui fonctionnent bien. In fine, le libre reste l'objectif final. Mais les gens qui ont créé ces fondations réalisent qu'un logiciel ne fonctionne bien, que si, enfin, un projet libre ne fonctionne bien que si sa communauté fonctionne bien. Et donc, un petit zoom sur, par exemple, NumFocus, qui est vraiment une fondation qui a le vent en poupe actuellement. Elle a été créée en 2012, hein, donc c'est pas complètement récent, mais ces dernières années, je suis bluffé par le nombre de projets qui la rejoignent, y compris des projets qui sont parfois vieux, hein, comme ITK, par exemple, ou Matplotlib. Alors, donc, elle promeut des pratiques ouvertes, comme je vous disais, dans l'informatique scientifique, la recherche et la donnée. Elle a des exigences très fortes envers le projet, des exigences de dimension communautaire. Le projet ne doit pas être porté par un seul acteur. Il doit y avoir un code de conduite. Elle doit être inclusive. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. C'est vraiment impressionnant. Mais en échange, elle fournit elle fournit du support aux communautés, elle les aide à se structurer, elle va assurer leur promotion. Elle peut même organiser, quand vous êtes basé aux États-Unis, du financement défiscalisé. Enfin, et elle a même un programme éducatif, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le reste. Voilà. Donc, au final, bon, je vais arrêter là parce que je vais déjà exploser le temps, mais j'aurais pu répondre à vos questions ou je répondrai après l'intervention de Benjamin. Oui, on peut faire peut-être ça. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien.